Et je me souviens plus particulièrement d'un Noël de 1902. J'avais 7 ans, moi, à cette époque. Et en 1902, Manosque était une petite ville de 3500 habitants, assez triste l'hiver, je dirais même lugubre. Ce Noël était particulièrement lugubre. Il avait tombé de la neige dans les environs quelques jours avant. Le ciel était très bas, très couvert. Nous habitions, ma mère, mon père et moi, dans une petite boutique de la Grande Rue. Et cette Grande Rue était comme un corridor effroyable dans lequel se mélangeait un vent glacial et du grésil. Mon père avait été cordonnier, avait un atelier au sommet de la maison. C'était un atelier triste et sombre, noir, qui prenait jour sur une cour dans laquelle on élevait des moutons et qui n'avait pas beaucoup de vues réjouissantes. Ma mère, au contraire, habitait en bas, avait sa boutique dans la pièce qui donnait sur la rue, et là, évidemment, il y avait comme elle était blanchisseuse, c'était beaucoup plus gai, il y avait des linges blancs, il y avait des jeunes filles charmantes qui avaient 14, 15 ans, 16 ans, qui étaient ses ouvrières ou ses apprentis, et c'était un endroit très charmant, au contraire. Il y avait par conséquent un grand contraste entre l'atelier de mon père là-haut et l'atelier de ma mère en bas. Néanmoins, moi, bien que je commençais à être à l'époque où les jeunes filles me plaisaient beaucoup, je préférais l'atelier de mon père à l'atelier de ma mère, car mon père me racontait des quantités d'histoires. Il était un raconteur d'histoires extraordinaires. Il était touché par une sorte de ce que j'appellerais une humanitaire-rie 48arde, n'est-ce pas? C'était un révolutionnaire de 48, il avait pleuré à la mort de Victor Hugo, et il avait gardé cette sentimentalité révolutionnaire pendant toute sa vie. Par conséquent, pour lui, le monde était une chose admirable, mais qu'il aurait fallu réformer par des espèces de générosité divine et sublunaire, extraordinaire, ce qu'il attendait toujours et qui n'arrivait jamais. Brusquement, vers les 3 ou 4 heures de l'après-midi, à ce carrefour, nous voyons arriver un homme manifestement des collines, suivi de sa femme, enceinte. Elle s'assoit auprès d'une borne au carrefour de la route, à côté du bazar. À côté du bazar et en face, la boutique de ma mère. Elle s'assoit, l'homme a l'air de s'affairer un tout petit peu autour d'elle. Mon père, immédiatement, les voyant, dresse son oreille 48arde et se dit, il y a là certainement quelque chose à faire, nous allons voir ce qui arrive. Il sort, il va les voir et il revient en disant, eh bien voilà, c'est un homme et une femme, la femme est sur le point d'accoucher, l'homme est un peu éperdu, il ne sait pas quoi faire. Il faudrait d'abord faire chauffer cette femme, lui apporter du bouillon, essayer de la réchauffer. Là-dessus, on dit aussi ma mère s'affaire, les voisins commencent à sortir, on s'intéresse à ces deux personnages, et on se dit, ils ne peuvent pas rester dehors, et on leur trouve un abri dans le fournil du boulanger, un peu plus loin. Il y avait un fournil. Dans ce fournil, il y avait à ce moment-là, on ne chauffait pas les fours au mazout, on les chauffait avec du bois de chêne. Il y avait d'énormes fagots de chêne. On prépare avec ce fagot de chêne des litières, on couche la femme là-dessus. Immédiatement, la bouchère, la boulangère, Monsieur Jorat, le coiffeur, et Madame Jorat, qui était une admirable blonde superbe, dont je me souviens encore, commence à apporter des couvertures, commence à apporter des nourritures. On fait boire le monsieur, on fait boire aussi la dame, et tout commence à s'organiser autour de ces deux personnages. Mais mon père, lui, était soucieux. Et, m'ayant pris à partie, parce que je n'avais bien que 7 ans, mais j'étais son ami familier, il me racontait des quantités de choses qui souvent dépassaient mon âge. Et en ce cas-là, le dépassaient. Mais pour l'instant, je m'en suis souvenu et maintenant je les comprends beaucoup mieux. Brusquement, il s'est aperçu qu'il y avait une corrélation entre l'aventure de Joseph et de Marie, et l'aventure de ces personnages dont je ne me souviens plus du nom. Et il s'est dit, si c'était le recommencement, et si de cette naissance allait surgir un Messie qui achèverait l'œuvre du premier, l'œuvre imparfaite, puisque nous ne sommes pas définitivement sauvés, se disait-il, c'est lui qui parle, nous ne sommes pas définitivement sauvés, puisque la misère existe, puisque nous avons encore des gens misérables, puisqu'ils font encore des gens généreux, puisque le monde n'est pas définitivement sauvé. Peut-être ce monde va-t-il se sauver avec le bébé qui va naître, avec cet enfant qui va naître de cet homme et de cette femme.
Enfin, toute la journée, il a commencé à réfléchir longuement sur ce thème. Et il prit même ma mère à témoin, il lui parla de son espoir, de cet espoir. Ma mère, qui était croyante, évidemment, commença à dire, mais ça n'est pas possible, mais il y a déjà, et le Christ est né, par conséquent, ce n'est pas de là que va sortir un nouveau Christ. Et il dit, mais oui, mais Pauline, ma mère s'appelait Pauline, pourtant, réfléchit à tout le malheur qui est sur terre et qui est resté après l'arrivée du premier cri du Christ. Alors, qui sait si peut-être Dieu, dans sa bonté définitive, n'a pas envoyé un deuxième personnage qui va cette fois tout résoudre. Et à ce moment-là, tout le monde sera sauvé, ce sera le bonheur définitif. Mon père était très aimé dans le petit milieu que je vous ai raconté là, que je vous ai décrit. Et je me souviens que vers le soir, vers les 6 heures du soir, les gens sont venus, le boucher, la bouchère, la boulangère, le coiffeur, l'épicier du coin, mademoiselle Delphine, et le bazar, monsieur et madame Maury sont venus parler avec mon père, et mon père leur faisait partager cet espoir, si bien qu'à un moment donné, c'est ce peu de gens qui n'avaient plus aucun rapport avec le reste de la ville, car nous étions dans cette espèce de bourrasque que je vous ai décrit au début, commencèrent à avoir, eux aussi, une sorte d'espoir. On ne savait pas quoi, mais peut-être quelque chose d'assez curieux, de sublimaire et divin qui allait peut-être arriver. Une seule personne était un peu rétive, c'était mademoiselle Delphine, qui était une pratiquante acharnée, et qui, elle, était décontenancée très certainement par la probable naissance d'un nouveau Messie. Et alors, vous, elle résistait. Mes réactions à moi, mes réactions, je n'avais pas de réaction. Moi, j'adorais mon père, qui était pour moi le Père Noël. J'étais l'enfant de sa vieillesse. Je suis né quand il avait 50 ans. Il avait une grande barbe blanche, et pour moi, tout ce qu'il disait était pain béni. Je ne pouvais pas, je croyais ça dur comme fer. Alors, à la fin de ce petit réveillon, mon père dit, je vais aller voir ce qui se passe là-bas dans la fournile. Et tout le monde attendait son retour. Il revint, il était très décontenancé. Et je vis alors dans ses yeux une sorte de désespoir. Et il nous dit, c'est une fille. Je pense que votre santé va mieux depuis un an. Oui, non? Oui. Oh, elle n'a pas été très touchée, mais enfin, malgré tout, il a fallu que je prenne certaines précautions. Les accidents cardiaques ne sont pas graves, en réalité, quand on prend des précautions. J'ai eu la grand-mère de ma femme, par exemple, qui a eu une maladie de cœur assez grave vers la cinquantaine et qui est morte à 103 ans après avoir enterré tous ses docteurs. C'est encourageant. Oui, bien sûr. Est-ce que ça vous oblige à des contraintes Oui, à certaines contraintes. Mais les contraintes sont plutôt exaltantes que désagréables. La contrainte du sel a été désagréable au début. Après, ça a marché assez bien. J'ai retrouvé des anciens goûts et des goûts nouveaux dans ce que je mangeais. Et la contrainte du tabac aussi, c'est fait à peu près sans douleur. C'est ma secrétaire qui s'en est aperçue, mais c'est pas moi. Elle m'a dit, monsieur, il y a longtemps que je vous ai plus acheté de tabac. Et en effet, il y avait presque un mois que je ne fumais plus. Puis alors les autres contraintes, la contrainte de ne plus aller promener librement dans la campagne, monter, descendre les collines. Tout ça, on s'y habitue finalement. Finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance après. Vous allez me dire encore que je pense que la sensualité, c'est souvent de savoir se priver des choses. Oui, bien sûr, c'est savoir. D'abord, l'âge permet une sensualité différente de la jeunesse. Ça permet de goûter les choses et de ne plus se précipiter comme des goinfres sur les choses à dévorer. On les goûte avec beaucoup plus de subtilité que quand on est jeune. Et ça, tout ça s'accorde, d'ailleurs. Vous avez dit souvent de cette façon que l'eau, par exemple, donne une volupté encore plus grande que le vin. Oui, différente, pas plus grande, mais différente. Les eaux ont des goûts, vous le savez. Il y a certaines eaux qui ont un certain goût, d'autres n'ont d'autres goûts. Je parle des eaux pures. Il est évident que les eaux des villes, qui sont des eaux impures et travaillées et trafiquées, ont des goûts effroyables. Mais l'eau des sources a parfois des goûts différents. L'eau des puits a un goût différent de l'eau de source. Et on goûte, moi il y a certaines eaux qui me font énormément de plaisir, et d'autres eaux qui me déplaisent, qui sont un peu sapides, qui sont désagréables à boire. Quand je vais par exemple à Palma, je vais assez souvent à l'automne et au printemps à Palma, les eaux qui sont des eaux de citerne sont désagréables à boire. Dès que je retourne ici à Manosque, je bois des eaux beaucoup plus pures. Je goûte une saveur extraordinaire de l'eau. Ce ne sont pas des eaux de source, mais ce sont des eaux qui sont de la Durance, mais qui ont été filtrées à travers des sables.
et qui sont gardés dans un réservoir de la colline, et qui par conséquent sont des eaux à peu près pures. La vraie volupté, c'est dans ses goûts très simples. Je crois que c'est mieux que la volupté en réalité. Je crois que le problème, c'est le problème du bonheur, qui est un problème beaucoup plus intéressant que le problème de la volupté. Eh bien, le bonheur, je crois, après pas mal d'expériences, s'atteint et se procure par des choses qui sont gratuites et de petites choses minuscules auxquelles d'ordinaire on ne fait pas attention et qui, si on y fait attention, composent le bonheur précisément. Quel genre de choses? Je ne saurais pas en dresser le catalogue, mais elles sont minuscules et nombreuses dans une journée. Par exemple, goûter le plaisir de voir passer une averse, un vent, le bruit d'un vent particulier dans les arbres, une fleur qu'on aura respirée, un oiseau qui aura tapé à la fenêtre et vous aura chanté, une visite de quelqu'un qui vous aura intéressé par sa conversation. Tout dans la journée, une plume qui marche bien, un travail qui fonctionne très bien huilé, une feuille de papier qui glisse bien, tout ça fait partie du bonheur. Le plaisir de soi-même qui fonctionne comme on le souhaite. Oui, aussi, ça, bien sûr. Son fonctionnement. Il n'y a qu'une chose qui est très grave, très embêtante et qui me paraît absurde, que je ne comprends pas. La mort, je la trouve tout à fait naturelle et normale, comme la naissance. Mais une chose que je ne comprends pas, c'est la souffrance physique, pas morale. Morale, je la comprends et généralement, les souffrances morales les plus terribles, on arrive à les dominer. En tout cas, le temps qui passe les diminue, les râpe et les diminue de façon normale. Mais la souffrance physique est une souffrance alors très insupportable. Je ne comprends pas ça. Ça, c'est vraiment un scandale et une chose abominable, la souffrance. Et on ne sait pas à quoi ça sert au début. Ça sert en effet je crois, de sonnette d'alarme. On est prévenu par la souffrance que quelque chose fonctionne mal. Ça me paraît normal. Mais après, pourquoi dure-t-elle après qu'elle vous ait prévenu? C'est ça qui est grave. La mort et le reste n'a pas beaucoup d'importance. La souffrance La physique, mort, non, la mort, c'est normal. Oui, la mort, c'est tout à fait normal. Même si elle n'existait pas, ce serait terrible. Imaginez que nous soyons obligés, vous et moi, de faire ce que nous faisons là dans l'éternité. L'éternité, vous vous rendez compte, c'est terrible. Épouvantable. Nous n'oserions plus prononcer un mot, c'est plus la peine, bien sûr. Tandis que, étant donné que nous avons la mort qui peut nous voler ce mot aux lèvres, nous le prononçons, c'est tout à fait normal. La vieillesse, non, n'est pas un drame en soi. Ah, la vieillesse, alors là, c'est autre chose. La vieillesse est très agréable. Je ne voudrais pas retourner en arrière, et je crois que même je ne voudrais pas retourner dans ma jeunesse. Ah non, même pas dans ma jeunesse. Je trouve que la vieillesse est beaucoup plus intéressante que la jeunesse. Les jeunes n'attendent pas. Ils se précipitent sur les choses, ils les dévorent, ils ne les goûtent pas, ils les dévorent, ils les avalent. Sans prendre la moitié, le quart, la millième partie du plaisir que moi je prendrais pour la millième partie de ce qu'ils avalent. Une simple petite bouchée de ce qu'ils avalent en gros me suffit pour des jours et des jours de jouissance et de volupté. Et vous écrivez tous les jours, ce qui est aussi extraordinaire, enfin difficile à imaginer. Tous les jours et tout le jour. Tout le jour et tous les jours. Je me lève tard maintenant, étant donné que je suis obligé à astreindre un repos de toutes les matinées. Mais je règle mon courrier dans la matinée, puis après, de 2h à 7h, j'écris tous les après-midi. C'est le plaisir pur de... Le plaisir pur, c'est le plaisir véritablement, sans aucun mélange, de d'écrire. D'écrire, de me livrer à ce travail de marqueterie qui est le style, remplacer tel mot par une virgule, ou remplacer cette virgule par un adverbe, ou allonger la phrase, ou la raccourcir, sentir le rythme se faire, ou le chercher, se heurter contre les difficultés, voir naître au milieu par le caractère, voir naître le style, ou parfois par le style, voir naître le caractère des personnages. Alors ça, c'est mon plaisir personnel. Une fois que c'est écrit, mon plaisir étant fini et terminé, et ne pouvant se continuer que dans une nouvelle écriture, le reste, voir un livre édité ou m'intéresser à son sort, ne ferait que ralentir mon bonheur ou le retarder, et c'est pourquoi je ne m'en sers pas. Vous pensez que la majorité des écrivains, et spécialement des jeunes écrivains, ne voient pas les choses de cette manière? Ils se dépêchent parce qu'ils veulent avoir un nom, ils veulent avoir de l'argent, ils veulent avoir des honneurs, ils veulent avoir des quantités de choses, ils veulent se pousser, ils veulent avoir un rôle à jouer dans la société, ils veulent tout, ils veulent des quantités de choses. Et ils sont étonnés ensuite de ne pas avoir le bonheur. C'est parce qu'ils n'ont pas voulu. Le bonheur est à côté de tout ce qu'ils veulent. Le bonheur, ils n'auraient eu qu'à le vouloir. S'ils avaient voulu le bonheur, ils n'auraient pas cherché. Et ils n'auraient pas atteint, surtout ce qu'ils ont cherché, qui n'est pas le bonheur. Le bonheur est à côté.
Le bonheur est en dehors de toutes ces recherches de gloire, d'argent, d'honneur. Le bonheur est tout à fait à part. Oui, vous avez toujours été aussi un lecteur un peu à part, je crois. Bah, j'ai surtout beaucoup, je lis beaucoup, je lis énormément. J'ai une très grande bibliothèque, je suis un grand lecteur des instructions nautiques. Oui, qu'est-ce que ça vous donne? Ah ben, les instructions nautiques, c'est la description de toutes les côtes du monde à 1 mètre près. On voit toutes les côtes du monde. Une plaque de Goémon d'1 mètre est décrite. Tout, Oui. tout est décrit, une touque sur une plage, un mer représenté par un poteau télégraphique en Nouvelle-Zélande est représenté sur et décrite. Et alors, c'est décrit dans un style extraordinaire, car ces opuscules sont destinés aux capitaines de vaisseaux qui doivent les lire rapidement, parce qu'ils peuvent avoir besoin de prendre des décisions très rapides. C'est l'équivalent de ce que Stendhal avait avec le Code civil. On n'a qu'à lire des instructions nautiques, on a des exemples de style extraordinaires. Pour la rapidité. Ah oui, pour la rapidité, la clarté aussi. C'est votre manière de voyager? Oui, je voyage à partir de ces livres, je voyage à partir de quantité d'autres choses. Il suffit par exemple de moisissures sur un mur pour qu'on imagine une admirable carte de géographie à travers laquelle on peut faire de magnifiques voyages. Vous pensez qu'en général, les hommes d'aujourd'hui ont trop besoin d'aller vérifier sur place et de faire Je effectivement ne sais le pas, voyage? je comprends mal leur curiosité. Cette curiosité est à base d'ennui. Et elle ne quitte pas l'ennui, même quand elle est satisfaite et quand elle se satisfait. J'ai beaucoup de plaisir, au contraire, moi, à faire travailler mon imagination. Je ne suis jamais déçu. Qu'est-ce que vous pensez alors de ces hommes qui vont se promener dans le cosmos? Oh, sans aucun intérêt. Sans aucun intérêt, d'ailleurs, à l'échelle, quand on voit dans une revue spécialisée d'astronomie, l'échelle des voyages, là, c'est absolument rien du tout. Nous ne sommes même pas dans la banlieue terrestre, nous sommes à ras de terre. Non, ça, ce sont des voyages politiques, ce sont des voyages qui devraient être décrits par Swift. Ce sont des voyages politiques, c'est à qui enverra le ballon de football plus loin. Moi, je vais l'envoyer dans la Lune, moi, je l'envoie dans Mars, moi, je l'envoie dans ci, moi, je l'envoie dans ça, mais finalement, ça n'a pas d'autre but que de but politique. Ou c'est le côté trop scientifique de ça, peut-être, qui vous... Ah, pas du tout. Est-ce que Il n'y a rien de scientifique dans tout ça. Il y a une mise au point très exacte, une mise au point mathématique très exacte, mais il n'y a rien de scientifique dans tout ça. On ne va jamais aller se balader, vous n'irez jamais vous balader dans la Lune, croyez-moi. Ni personne, ni même vos enfants, ni les enfants de vos petits-enfants. Personne n'ira jamais ailleurs que sur la Terre. Vous croyez que ce n'est pas possible ou... D'abord, ça n'est pas possible, et ensuite, ça n'est pas souhaitable. Ça n'est pas souhaitable parce que nous ne sommes pas faits pour ça, nous ne sommes pas organisés pour ça. Vous voyez déjà, regardez par exemple un cosmonaute qui part. Vous avez vu cette extraordinaire combinaison lacée de tous les côtés, cette espèce d'énorme hublot, d'énormes casques autour de la tête avec des hublots pour voir, cette espèce de truc dans lequel il est impossible qu'il accomplisse les gestes ordinaires de la vie, dans cet appareil. Or, c'est dans cet appareil qu'il faudra aller là-haut. C'est pas comme nous sommes là. Nous ne pourrons pas enlever notre veste si nous avons trop chaud, nous ne pourrons pas prendre des bains de pied, nous ne pourrons pas nous dégourdir, respirer un air pur ou dire je vais faire une petite promenade maintenant pour me dilater les poumons. Pas du tout, nous serons dans cette espèce de carapace lacée jusqu'au bout. Et avec ça, les besoins physiologiques, vous les êtes un peu représentés avec ce système, dans ce système-là. Tout ça n'a pas un très bel avenir, ça sent pas très bon tout ça. Vous savez, cette espèce d'obus qu'on tire sur la Lune dans Jules Verne est 1000 fois plus sympathique que la fusée, parce qu'on sent bien que c'est pas vrai. Il a fallu creuser un canon dans la Terre, il a fallu orienter la Terre vers la Lune, c'est beaucoup plus rigolo que ces espèces de fusées qui partent dans l'air et qu'on met sur orbite. Or, nous savons très bien qu'un mathématicien ne se trompe jamais quand il met quelque chose sur orbite, tout simplement parce qu'il a des calculs qui sont faits à l'avance, et que si ces calculs sont justes, et maintenant il n'a plus de mérite à faire des calculs justes, il a des machines qui les font juste pour lui. Alors, quel miracle y a-t-il pour mettre un truc sur orbite? On le met sur orbite, mais c'est fini. C'est fini. Ça ne présente plus aucune... Tandis que s'il fallait orienter la Terre et s'amuser avec des obus, des poudres, bourrer la Terre de poudre, et puis faire péter un obus en l'air, ça, ce serait rigolo. Non, ça, je trouve que Jules Verne est beaucoup plus rigolo qu'eux. Ils sont plus drôles. Vous regrettez cette époque, vous... Pas du tout. Je ne regrette rien parce que le monde tourne. Mais j'ai quand même le droit de me tourner vers les endroits qui me paraissent plus sympathiques. Je dirais par exemple que j'aime beaucoup mieux monsieur Jules Verne dans son cabinet de travail que tel savant à Cap Canaveral, vous comprenez, ou en Russie. J'aime beaucoup mieux M. Jules Verne, il ne m'inquiète pas, M. Jules Verne, les autres non plus d'ailleurs, parce que ça finira par leur retomber sur le nez. Mais ce qui m'amuse, c'est Jules Verne.
Dickens est un admirable romancier. Moi, je ne peux pas m'enlever de l'esprit certaines descriptions de Dickens, de route, par exemple, de Dickens, la nuit, sous des orages, il y a, je crois, c'est au début, je crois, des Deux Villes, du roman intitulé Les Deux Villes. Il y a un personnage qui quitte une petite auberge dans un petit boguet au milieu de la nuit. Il arrive aux limites de Londres dans une espèce d'aube sale et définitivement verte avec des espèces de froid qui le glacent. C'est extraordinaire. Quand on lit ça, c'est magnifique. Vous vous souvenez du début de l'Ami commun sur la Tamise? Oui, ça aussi. Les bateliers. On cherchait des noyés, là, c'était étonnant. Et Bleak House, et tous les romans de Dickens. Les Grandes Espérances. Les Grandes Espérances aussi, les Grandes Espérances. Oh, j'ai lu ça quand j'étais jeune. C'était très rigolo d'ailleurs, parce que c'était un livre, vous savez très bien, le collège de Manosque était un collège très spécial. Nous étions très peu nombreux, les classes de première. Je n'étais pas à ce moment-là en classe de première, n'y ai jamais été d'ailleurs, je suis parti en classe de seconde, avant le baccalauréat. Mais les classes de première étaient des classes de 3 élèves, de 2 élèves, il y avait des leçons particulières. Oui. Quand nous étions en seconde, en classe de seconde, nous étions 3. Mais quand l'aventure des Grandes Espérances m'est arrivée, nous étions, je crois, en classe de 3e. Nous étions des petits garçons encore un peu chahuteurs et brouillons. Alors, c'était sur rien de plus près. Et nous avions avec nous une sorte de géant attardé. C'est-à-dire que ce personnage avait 3 ou 4 ans de plus que l'élève le plus âgé de la classe de 3e. Il s'était attardé dans d'autres classes. Il suivait péniblement la classe de 3e alors qu'il aurait dû être en première. C'était le grand phoque. Le grand phoque nous dépassait au moins du torse. Nous arrivions à peine à sa ceinture. Nous arrivions à peine là. C'était un petit garçon, lui, était une espèce de grand phénomène. Et le grand phoque était un personnage agréable, brutal quand il le fallait, un peu brouillon, mais peu doué pour la rêverie. Or, un beau jour, dans l'étude, alors qu'on comptait sur lui précisément pour faire des quantités de petites cochonneries, nous aperçûmes que ce brave phoque était dans un état de rêverie totale. Son œil était perdu, son visage avait pris une sorte de sérénité inconnue et tout à fait nouvelle, et nous nous demandions ce qui arrivait à Phoque. Et Phoque, après, nous fit part de son secret. Il lisait un extraordinaire livre. Et ce livre, il nous le donna par la suite, nous le prêta plus exactement, c'était Les Grandes Espérances. Et toute l'étude de la classe de 3e prit au bout de quelque temps cet air vacant et rêveur du grand phoque. Et on s'aperçut que nous lisions tous des Grandes Espérances, que nous étions tous devenus amoureux de l'héroïne des Grandes Espérances. Et c'est resté comme une très grande réussite romanesque dans mon souvenir de jeunesse. Est-ce qu'il y a d'autres livres de votre enfance qui vous ont envoûté à ce point? Oui, il y en a des quantités. Il y en a un surtout qui me suit depuis ma jeunesse, depuis mon extrême jeunesse jusqu'à maintenant, c'est Don Quichotte. Je n'ai jamais cessé de lire Don Quichotte, je trouve que c'est un enseignement parfait. Si on me faisait jouer au jeu des livres à emporter dans une île déserte, si j'avais droit à un, j'emportais Don Quichotte. J'avais droit à 2, je emporterais Don Quichotte et Machiavel, l'un étant l'antidote de l'autre. 3, on n'a plus besoin. 3, c'est superfétatoire. Homère? Ces deux-là me suffiraient. Non, si j'étais dans une île, j'aurais Homère sous les yeux. Je n'aurais pas besoin de le lire dans un livre. Et Virgile, vous avez parlé très souvent. Alors Virgile, ça a été la période tendre non pas de ma jeunesse, mais de mon adolescence. C'était une période où j'avais voulu quitter l'école pour travailler. Et j'avais pris un travail dans une banque pour aider mon père et ma mère. Et je disposais de peu d'argent pour acheter des livres. Et j'achetais des livres qui pouvaient avoir une grande densité de lecture. Et par conséquent, de très bons livres qui étaient vendus à ce moment-là 19 sous, alors que les autres, les Paul Adam, les Paul Bourget et les autres étaient vendus 7,50 francs. Je ne pouvais pas me payer Paul Adam, mais je pouvais me payer Homère, et Virgile en particulier. Alors je lisais Virgile en allant me promener dans les vergers d'oliviers. C'était ma distraction du dimanche. Et Virgile prenait une ampleur admirable au milieu des vergers d'oliviers, et avec le petit soleil, c'était généralement l'hiver, le petit soleil gris d'hiver, avec les chants des oiseaux dans les champs, dans les terrains à peu près déserts, tout ça était très beau.